1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est le lycée, les gars. C'est pas le caméra au lycée ressemble au. C'est le lycée, les gars. C'est le lycée. C'est l'ultime séance d'entraînement de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Nous sommes en direct du stade du lycée technique d'Abidjan. Oui, c'est bien un lycée qui abrite la séance d'entraînement des éléments des défenses de Côte d'Ivoire qui affrontent donc demain les Super Eagles du Nigeria dans le cadre de la finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Bonsoir Yvan, bienvenue à toi, bienvenue aussi à nos internautes à qui il faut bien que tu confirmes que nous sommes au stade d'un lycée, parce qu'il y en a qui posent la question de savoir est-ce que c'est le lycée. Oui, c'est le stade d'un lycée et c'est pas le premier lycée qui abrite des séances d'entraînement, parce qu'il y en a d'autres dans d'autres villes et même ici à Abidjan qui ont abrité toujours des séances d'entraînement, parce que les stades ils sont simplement tu trouveras toi-même le qualificatif. Bonsoir Alain Denis, salut à tous les internautes. Oui, effectivement, nous sommes dans un lycée et on a l'habitude de dire que sur le plan infrastructurel, la Côte d'Ivoire est un pays qui est véritablement en plein essor et qui a beaucoup d'avance sur certains pays d'Afrique francophone au sud du Sahara. Et la particularité de cette Coupe d'Afrique des Nations, justement, c'est que l'État a décidé d'intégrer également les établissements scolaires, notamment les lycées et certains instituts d'enseignement supérieur, dans la bagatelle infrastructurelle qu'il fallait mobiliser justement pour rendre possible la tenue de cette CAN dans les conditions exceptionnelles que nous sommes en train d'observer. Ça me rappelle un peu l'édition de 2008 au Ghana, où la plupart des équipes s'entraînaient justement sur des terrains qui appartenaient au lycée. Ça permet de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que ça vous permet d'avoir des aires de jeu d'une certaine qualité et ça permet aussi aux établissements scolaires de pouvoir au terme de la CAN profiter de cet héritage infrastructurel là qui leur permettra après de pouvoir développer les sports scolaires et etc. On sait que la CAF, on a eu un entretien avec le secrétaire général de la CAF la semaine dernière qui revenait justement sur ce championnat d'Afrique scolaire et ça pourrait être justement l'occasion pour en Côte d'Ivoire pour les établissements qui ont de telles aires de jeu pouvoir davantage susciter des vocations au sein des enfants qui fréquentent leur établissement et surtout avoir des infrastructures d'une certaine qualité qui leur permet d'avoir des entraînements d'une certaine qualité et donc commencer à préparer déjà la relève, la fine fleur de la relève footballistique ivoirienne à l'habitude d'une certaine qualité infrastructurelle afin que lorsqu'ils vont arriver à un certain niveau de compétition qu'ils ne soient pas émerveillés par certaines infrastructures. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il faut tirer un gros coup de chapeau à l'État ivoirien et c'est une des choses qui nous a d'ailleurs émerveillé, que ce soit à Yamoussoukro, que ce soit ici, que ce soit à Bouaké. Honnêtement, sur le plan infrastructurel, notamment les établissements scolaires, ça démontre véritablement que voilà, l'État ivoirien fait beaucoup d'efforts. Vous êtes donc désormais rassurés, amis internautes, c'est bien entendu le stade d'un lycée, c'est pas c'est pas un stade construit en dehors d'une infrastructure scolaire, non. C'est un lycée qui abrite donc cette séance d'entraînement. On était aussi au stade de l'INJS d'Abidjan qui a aussi un très joli complexe sportif avec une très belle pelouse qui accueille aussi ou alors qui a aussi accueilli des séances d'entraînement de d'autres équipes ici pendant la Coupe d'Afrique des Nations à Yamoussoukro, tu le disais tout à l'heure, à l'INP, l'Institut National Polytechnique de Yamoussoukro qui a accueilli les séances d'entraînement des Lions. Lycée classique également voilà. À Bouaké où on était pour la séance d'entraînement de veille de match du Cameroun face à la Gambie. Ouais. Honnêtement, je reviens là-dessus. Honnêtement, il faut tirer un gros coup de chapeau à l'État ivoirien qui a su placer justement
qui a su faire d'une pierre deux coups, associer la dimension scolaire à l'organisation de cette CAN, parce que après la Coupe d'Afrique des Nations, certains établissements scolaires, notamment de référence, qui sont des établissements publics, il faudrait le rappeler, vont bénéficier d'un héritage infrastructurel qui sera exceptionnel, et derrière ça peut leur permettre de pouvoir mettre sur pied un certain nombre de projets et favoriser un certain nombre de choses sur le plan sportif relativement au domaine scolaire. Surtout lorsqu'on sait, mon cher Yvan, que le football dans beaucoup de pays à travers le monde autrefois a été porté par des compétitions scolaires. On se souvient de l'OSUC, du côté du Cameroun, autrefois, beaucoup n'étaient pas encore nés, ceux qui nous suivent de nombreux internautes. Et c'est pas mon ami Magellan Mbok qui nous suit actuellement qui va me dire le contraire, lui aussi n'était pas encore né. Voilà, donc quand on développe des infrastructures comme ça dans les écoles, c'est la garantie de ce que, tu l'as dit tout à l'heure, cela pourrait susciter des vocations. Et donc la Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui en finale, pourrait bien entendu, dans les prochaines années encore, avoir des générations peut-être de jeunes qui seraient issus de ces compétitions scolaires parce qu'il y a des infrastructures, il y a des conditions propices, adéquates pour pouvoir faire la promotion de ce sport-là qu'est le football. Mais là, restons sur la scène d'entraînement des éléphants de Côte d'Ivoire, parlons d'eux, même proprement dit, l'équipe aide. Donc là, juste en face de nous, tous les joueurs, on peut les apercevoir juste de l'autre côté de la pelouse. Yvan, il y a ce match de finale demain. Les Ivoiriens, on sait qu'ils sont passés par des scénarios plutôt compliqués, avec des humiliations au début de compétition, avec cette défaite notamment face à la modeste, faut pas avoir honte de le dire, la modeste équipe de République de Guinée équatoriale. Et là, aujourd'hui, ils arrivent à être en finale. On l'a dit, toi et moi, à plusieurs reprises, qu'il y a comme une sorte de main ou alors quelque chose d'irrationnel qui conduit cette équipe-là depuis le début de cette compétition. Et donc, là, ils sont là aujourd'hui. C'est la dernière répétition générale avant la finale de demain. Et donc, tous les joueurs savent que c'est demain ou jamais, ça passera ou ça cassera. Oui, tout à fait. Je pense qu'ils ont plus que nous conscience de l'enjeu de la rencontre de demain, de là où ils sont partis. Je le disais dimanche dernier dans le débrief que nous avons fait, pour rendre encore un peu plus exceptionnel et faire entrer un peu plus dans les annales le parcours qui est celui des éléphants dans cette compétition. Là, il faudrait le couronner par un titre à domicile. Là, surtout que la dernière fois que l'équipe a accueilli la compétition en 84, ça avait été une désillusion, une sortie au premier tour. Ils n'ont pas été loin d'ailleurs de répéter ce triste record ou cette triste performance de 1984. Malheureusement, par un coup du sort, ils ont réussi à se maintenir dans la compétition et depuis, tu l'as dit, ils sont portés comme par quelque chose d'irrationnel et on sent cette équipe des éléphants monter en niveau au fur et à mesure qu'on avance dans la compétition. On savait qu'individuellement, c'était une équipe qui avait énormément de qualité. Cette qualité, ils l'ont fait montre lors de leur entame dans la compétition face à la Guinée-Bissau, mais malheureusement, ce qui avait fait défaut à cette équipe ivoirienne, c'était un petit peu sa fragilité sur le plan mental et sur le plan psychologique. Mais depuis, justement, après avoir été ressuscité du premier tour, on sent que cette équipe-là a rajouté à sa qualité individuelle et collective. Justement, l'électrochoc sur le plan psychologique a eu lieu et désormais c'est une équipe. Et d'ailleurs, pour nous qui sommes Camerounais, et donc au Cameroun, il y a ce qu'on appelle le Hemley, qui est ce fighting spirit qu'on appelle localement le Hemley. On s'est d'ailleurs amusé à dire que sur cette compétition-ci, le Hemley a voyagé du Cameroun pour faire son lien en Côte d'Ivoire, tellement cette équipe ivoirienne fait montre d'une force mentale vraiment à toute épreuve et à nul autre pareil dans cette compétition. Et donc j'étais de disant au début de mon propos que pour rendre encore beaucoup plus singulier leur parcours dans cette compétition-là, il faudrait gagner ce trophée. Demain, ils sont à 90 minutes d'un troisième titre continental. Dans cette équipe, en dehors de Mars Gradel et Serge Aurier et Wilfried Conan, qui étaient de l'expédition victorieuse de 2015 au Gabon, les 24 autres joueurs ne connaissent pas la saveur d'un trophée en Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, eux aussi auront à cœur de vouloir écrire leur nom à ces lignes de palmarès-là, ce qui davantage va, à mon avis, être un élément motivateur de plus pour cette équipe ivoirienne. On voit d'ailleurs sur cette aire de jeu-là, sur les visages, ce sont des visages décontractés, ils sont en toutes des contractions, ils sourient entre eux, ils s'ablaguent entre eux. C'est-à-dire qu'au-delà de l'enjeu qu'il y a au sein de cette finale-là, il y a surtout que l'équipe est dans un très bon état d'esprit et c'est dû aussi à leur parcours depuis la sortie des poules. Et je pense que demain, ils donneront tout pour pouvoir permettre à ce trophée de rester en terre ivoirienne. Yvan, il y a un débat qui a cours
aujourd'hui et même depuis quelque temps déjà du côté de la Côte d'Ivoire. D'aucuns estiment que les résultats positifs de l'équipe ne sont à attribuer qu'à Emer Faé qui, après l'éviction de Jean-Luc Gasset, a fait un bon travail plutôt pour pouvoir redonner à cette équipe-là un supplément d'orgueil, d'âme pour pouvoir, n'est-ce pas, enchaîner des bons résultats. Et qu'à côté, le pauvre Jean-Luc Gasset n'a pas fait grand-chose. Et que comme par une baguette magique, avec une baguette magique, Gasset, pardon, pas Gasset, Faye lui a réussi à transformer des joueurs qui autrefois étaient moyens, d'après ce que disent certains Ivoiriens, en joueurs exceptionnels. Est-ce qu'on comprend cette façon de penser là, ou alors on se dit que c'est quand même Gasset qui a constitué le groupe, qui a fait revenir certains bons joueurs, et ce sont eux aujourd'hui qui portent l'équipe de Côte d'Ivoire? Oui, moi je ne vais pas rentrer dans cette facilité qui voudrait qu'on jette l'enfant avec l'eau du bain. Gasset a peut-être eu un premier tour catastrophique, ou alors l'équipe a eu un premier tour catastrophique sous la houlette de Jean-Louis Gasset, mais il faudrait pas, tu l'as souligné à juste titre tout à l'heure, c'est quand même lui qui a constitué cette 27 aujourd'hui, qui sont à un pas d'être les héros de la nation. Donc ça, il faut quand même lui reconnaître ce mérite. Là, il a quand même fait des choix forts. Avoir laissé Wilfried Zaha, que beaucoup de personnes estimaient, et moi aussi d'ailleurs, méritant sa place dans cette équipe-là, il a fait le choix de le laisser sur la touche, d'amener des jeunes comme Adingra, de maintenir dans l'effectif des anciens comme Gradel, 26 ans, Aurier qui n'a pas beaucoup joué ces derniers temps dans le groupe. Ça, c'était des choix qu'il fallait faire, il les a quand même fait. Maintenant, je suis d'accord que peut-être son discours ne passait pas autant que le discours d'Emes Faé, la proximité générationnelle qui est entre Emes Faé, qui lui est un local, et les autres joueurs qui sont présents dans cet effectif-là, a peut-être eu un avantage sur le comportement ou alors sur le caractère boosté du mental des Ivoiriens qu'on observe depuis la fin de la phase de poule. Donc Faye a certainement eu il y a certainement un travail de fond qui a été fait beaucoup plus sur le plan mental d'ailleurs dans le discours. Il a peut-être remis certains joueurs dans le bain ou alors dans le game à travers le discours, à travers le langage qu'il leur a tenu, mais on ne peut pas imaginer on ne peut pas penser que c'est le temps de 3 ou 4 jours qui ont séparé les éléphants de leur qualification au finish pour les huitièmes de finale, qui ont permis de transcender outre mesure, qui ont conféré une certaine qualité qu'ils n'avaient pas ces joueurs avant ces matchs-là. Donc il faudrait, à mon avis, raison garder, avoir de la mesure dans l'analyse, ne pas non plus battre en brèche tout ce que Gasset a fait dans cette équipe-là. Il a certainement eu des choses à faire, il a forcément eu des manquements, ce qui a entraîné le malaise de l'équipe lors des 2 derniers matchs de poule. Mais Emes Faé aussi a su quelque part apporter cet élément manquant à cette équipe ivoirienne pour en faire une équipe redoutable aujourd'hui et à 90 minutes de pouvoir gagner un 3e titre continental. L'équipe ivoirienne est donc aujourd'hui devenue plus que jamais redoutable, tu l'as souligné, mon cher Yvan. Mais j'aimerais qu'on reste un peu sur ce côté un peu irrationnel avec lequel cette équipe de Côte d'Ivoire marche aujourd'hui. Alors, on sait qu'il y a eu des joueurs qui ont été absents en début de compétition. Je pense à des garçons comme Simon Adingra et aussi Sébastien Heller. En conférence de presse, on a suivi notre ami Emes Faé, le sélectionneur, dire que c'est bien qu'ils puissent les récupérer maintenant parce qu'ils ont beaucoup manqué à cette équipe là en début de compétition. Est-ce que quelque part on ne se dit pas que c'est justement cette chance, cette réussite du champion qui permet qu'aujourd'hui des joueurs qui n'étaient pas là au départ, lorsque on pouvait encore se permettre de perdre des matchs, reviennent lorsque ça devient couperet, parce que voilà, ils ont perdu 2 matchs en phase de poule, ils ont réussi à passer quand même, mais on s'imagine bien que si ça avait été en 8e ou en quart qu'ils avaient perdu, ils ne seraient pas là. Donc est-ce que le fait de récupérer ce type de joueurs-là, qui sont des joueurs assez impactants, on l'a vu encore récemment en demi-finale, est-ce que le fait de les récupérer aujourd'hui, à ce moment-là où ça devient davantage décisif encore, c'est pas le signe, j'ai envie de dire, du destin ou même encore de cette réussite qui accompagne la Côte d'Ivoire? Oui, c'est une grille de lecture qu'on peut avoir et que je peux partager dans une certaine mesure, mais il faut surtout reconnaître qu'il est beaucoup plus facile pour un joueur qui n'a pas beaucoup joué depuis le début de la compétition de se hisser au diapason de l'équipe lorsque l'équipe est dans une dynamique positive. Et l'autre chose, à mon avis, qui a favorisé cela, ce sont certains choix forts, à mon sens, que Emes Faé a fait au niveau des huitièmes de finale. Il faut quand même se rappeler que sur le 8e de finale, il démarre le 8e de finale en mettant Série sur le banc, en maintenant
Kessié sur le banc, c'était quand même des choix relativement forts. Et quand vous faites des choix pareils, vous mettez deux cadres, deux joueurs qui individuellement ont une qualité importante pour la production collective de l'équipe sur le banc de touche, contre une équipe qui est de la vue de tout le monde comme les grands favoris de l'équipe, qui sort d'une phase de poule, ils ont fait 3 victoires sur 3, la seule équipe d'ailleurs. C'est quand même assez osé de la part des Metz Fayet. Et donc malgré ça, l'équipe réussit derrière à se qualifier, à obtenir la victoire et à se qualifier. Et c'est finalement les deux bonhommes qu'il avait laissé sur le banc de touche, notamment Franck Kessié, qui a été homme du match dans cette opposition face au Sénégal, qui ont été les éléments clés, ou alors et encore en demi-finale. Voilà, qui ont été les éléments clés pour lui. Dans ce contexte-là, quand vous voyez qu'on a mis des cadres sur le banc, qui sont revenus après, qui ont fait la différence, vous qui êtes derrière, vous vous dites, tiens, même si je ne suis pas forcément dans les premiers plans de l'entraîneur, si on me donne 10 ou 15 minutes dans un match, je suis capable également d'apporter un plus et de permettre à l'équipe de pouvoir engranger une victoire. On a vu avec Haller en demi-finale, c'était son premier match, je crois, son premier match en tant que titulaire dans la compétition, mais regardez le match qu'il fait. Il fait un match exceptionnel, il marque le but qui qualifie son équipe pour la finale de la compétition. Donc ce mérite aussi revient à Emes Fayet qui, à mon avis, dans son choix, dans son management, parce que en équipe nationale c'est beaucoup plus question de management, il a su maintenir tout le monde, reconcerner tout le monde après la débâcle du premier tour, et je pense que ça c'est suffisamment méritoire pour lui. Cette équipe de Côte d'Ivoire, on l'a dit, on le rappelle encore, va donc affronter l'équipe des Super Eagles du Nigeria demain, lorsqu'il sera exactement 20h en temps universel, heure d'Abidjan, et 21h du côté de Yaoundé, de Douala et partout ailleurs sur l'étendue du territoire national camerounais. Les joueurs ivoiriens, vous les voyez à l'instant sur vos smartphones et je sais quoi d'autre. Ils poursuivent leur séance d'entraînement, la toute dernière qu'ils auront. On s'imagine bien que c'est ici que se fera la dernière mise en place tactique qui permettra de sortir le 11 entrant pour cette affiche de demain. Yvan, il y a eu beaucoup de changements dans cette équipe de Côte d'Ivoire là au fur et à mesure que la compétition avançait. Il y a eu des remplacements même au cours des rencontres. Il y a eu une gestion, tu l'as souvent souligné ici, qui a été plutôt correcte et voilà, positive de l'effectif par Emes Fayet, qui semble véritablement avoir la maîtrise eu égard au nombre de coaching gagnants qu'il a quand même effectué depuis le jour où il a pris cette équipe de Côte d'Ivoire en main et les 3 matchs qu'il a disputés en tant qu'entraîneur en chef de l'équipe. Mais on a envie de dire que l'une des réussites ivoiriennes aussi, c'est le fait d'avoir réussi, enfin d'avoir su, comme ça, composer ou faire un savant dosage entre l'expérience des garçons comme, tu l'as souligné tout à l'heure, Max-Alain Gradel, des garçons comme Jean-Michel Seri, Aurier, et des jeunes, et cette jeune génération qui, voilà, sont des jeunes lourd mais aux dents très longues, parce que quand on voit par exemple la concurrence qu'il y a sur le flanc droit entre Serge Aurier et le jeune Wilfried Singo, où aujourd'hui l'un joue, demain c'est l'autre et on alterne aujourd'hui et demain. Donc est-ce que quelque part c'est pas ça aussi l'autre réussite de cette équipe ivoirienne, c'est-à-dire d'avoir réussi ce savant alliage entre l'expérience des anciens et cette jeunesse là qui a faim, qui a envie de tout donner pour accéder à la victoire? Oui, c'est pourquoi tout à l'heure je vous disais, s'agissant de Jean-Louis Gasset, qu'il fallait pas battre en brèche. Totalement en brèche le travail qu'il avait fait, parce que c'est quand même lui qui a composé ce groupe là. Donc quand tu parles de savant mélange entre la jeunesse des Adingra et autres, l'expérience des Gradel, Aurier et des autres joueurs trentenaires de cette équipe là, ce mérite là quand même lui revient. Après en termes de management, tout dépend du discours que vous leur tenez, tout dépend des choix que vous faites. Aujourd'hui quand on regarde cette équipe, on a le sentiment, même pas le sentiment, on voit très bien que quels que soient les choix que Faye décidera de faire en entame de rencontre, ce sont des choix qui seront acceptés par tous. Regardez par exemple le match contre la demi-finale contre le Congo. Il y a eu une image qui ne nous a pas échappé dans les tribunes. Lorsqu'on remplace Seko Fofana, il n'est pas content, il va tout de suite dans les vestiaires, mais derrière l'équipe gagne. Quand vous êtes dans cette logique-là, vous avez fait un choix, vous avez sorti un 4, et que derrière le choix, d'ailleurs dès qu'il sort, je crois 3 ou 4 minutes après la Côte d'Ivoire marque, quand vous êtes un cadre, quand vous êtes un joueur important de l'équipe comme Seko, et que vous voyez que un choix de l'entraîneur vous a pas plu et que c'est un choix derrière qui s'est avéré judicieux et payant pour l'équipe, vous n'avez pas d'autre choix que quelque part de vous incliner face, voilà, de faire profit bas face au management de l'entraîneur et de vous incliner face à ces choix et de rentrer un petit peu dans les rangs. C'est pourquoi moi personnellement je tiens à tirer un énorme coup de chapeau à Faye et son staff technique qui en termes de management font un travail exceptionnel dans cette équipe. Je me suis d'ailleurs amusé à le dire sur les réseaux sociaux après le match contre le Congo et les nouveaux changements
la façon dont il a géré le match, que pour moi, dans cette compétition, il n'a peut-être pas été entraîneur en chef depuis le démarrage de la compétition, mais en termes de gestion du match, la gestion des énergies, la gestion des efforts, etc., les changements, le caractère efficient des changements qu'il apporte dans ces matchs, honnêtement, pour moi, c'est le meilleur de cette compétition-là. Et je pense qu'il le doit aussi au fait qu'il a su faire accepter à certains cadres certains choix qu'il a fait et remettre et permettre aussi à certains jeunes de savoir qu'ils pouvaient apporter quelque chose. Quand on voit le jeune Adingra, 21 ans, aligné en demi-finale de Coupe d'Afrique des aligné en demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations devant 50 000 spectateurs et qui réussit à vous faire le match qu'il a fait. Quand on voyait l'entrée en huitième de finale contre, je crois en huitième ou en quart de finale contre le Mali, et que c'est lui qui est pratiquement un des joueurs les plus décisifs de la rencontre, c'est dit quand même que c'est un joueur qui sur le plan psychologique est quand même à l'aise, et ça témoigne aussi d'un travail mental, un travail psychologique qui est fait de la part du staff ivoirien. Alors, en parlant d'Adingra, il faut le préciser, c'est quand même un joueur de Brighton en Angleterre, et quand on joue à ce niveau-là, cela suppose que quand même quelque part on est quand même habitué à un certain niveau de compétition. Oui, mais vous savez, la réalité en club et en équipe nationale, c'est pas la même chose. Quand vous qui jouent dans des clubs beaucoup plus importants, mais titanisés par l'enjeu. Voilà, parce qu'en sélection nationale, c'est pourquoi j'ai évoqué le facteur du public. Quand vous avez 50 000 spectateurs, quand vous retournez, vous balayez de votre regard 360 degrés. Vos compatriotes. Voilà, vous voyez des maillots orange, vert et blanc. Vous vous dites, tiens, ici c'est pas Brighton, c'est le cœur, c'est le pays et tout. Donc forcément, ça rajoute de la lourdeur à cette tunique nationale. Et donc il faut pouvoir dompter tous ces facteurs qui peuvent s'avérer être des facteurs limitants à la performance, pour pouvoir justement savoir faire parler votre talent, et c'est ce que ce jeune garçon a très bien réussi à faire. Et je pense que c'est aussi dû au travail psychologique que le staff technique a effectué auprès des jeunes comme lui. Yvan, tu parles de staff technique, et quand on regarde actuellement cette équipe de Côte d'Ivoire, alors loin de nous toute intention de faire du racisme ou alors de la discrimination, mais il est évident que désormais on voit que des nationaux dans le staff technique. Alors on aperçoit un homme de couleur blanche de l'autre côté, mais on ne connaît pas très bien quel est son rôle. Il est tout seul, il n'y en a pas un autre. C'est aussi quelque part la consécration du savoir-faire local ivoirien. Oui, on peut le voir ainsi. Même si malgré la présence de Gasset, il y avait quand même une forte coloration des entraîneurs locaux dans le staff. Moi, j'ai l'habitude de dire que la nationalité n'est pas un gage de performance, et n'est pas une obligation pour être nommé dans une sélection nationale. Pour moi, ce qui doit primer avant tout, c'est la qualité par rapport au profil de l'emploi que vous désirez. Et là, en Côte d'Ivoire, Demel et Mers Faye sont en train de démontrer qu'ils ont de la qualité. Je peux être quasiment sûr qu'après la Coupe d'Afrique des Nations, ils seront prolongés au moins jusqu'à la prochaine compétition. Et ça, c'est pas lié à leur nationalité, c'est pas lié à leur couleur de peau, mais c'est lié davantage à ce qu'ils ont monté en termes de qualité impactant dans la performance de l'équipe de Côte d'Ivoire dans cette compétition. C'était pas une mince affaire que de reprendre une équipe qui était en lambeaux sur le plan psychologique, avec ce que cela suborderait comme tension sur le plan social. On avait vu des images très regrettables après le 4-0 pris face à la Guinée équatoriale. Et donc, avec toute cette pression-là, ce n'était pas forcément un matelas douillet qu'ils avaient lorsqu'ils prenaient l'intérim de cette équipe-là. Mais ils ont justement su faire fi de tous ces éléments-là, de pouvoir les transformer en avantage pour laisser transparaître le travail qui est en train d'être vu aujourd'hui. Donc je pense que c'est beaucoup plus lié à leur qualité de management, à leur qualité de coaching, parce qu'en équipe nationale c'est davantage le coaching, et donc ce n'est pas que lié à la couleur de peau. Je pense que c'est aussi là un message, peut-être à notre sélection nationale, où les discours sont généralement dans le sens de vouloir dire qu'on doit absolument nationaliser parce qu'il faut nationaliser. Non, pour moi c'est la performance qui doit primer avant tout. Performance qui va donc primer, et qui est en train de primer aujourd'hui côté ivoirien, où Jean-Louis Gasset a été évincé du groupe. Il a été remplacé par son adjoint Emers Faye, qui va donc assurer l'intérim pendant toute cette compétition, et qui éventuellement devrait être reconduit ou alors confirmé à ses fonctions d'entraîneur principal de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Alors on le voit. Alors là, c'est pas Emers Faye, je crois, il doit être. Voilà, il est là, oui, effectivement, c'est lui qu'on aperçoit avec Guy Demel en grande discussion. Ils essayent de voir le groupe à distance. On les voit. Yvan, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire à ce moment?
Ils sont certainement ils sont en train de quelque part de répéter un peu la préparation de la séance d'entraînement qui a été faite, parce que là les autres coachs adjoints, les préparateurs physiques sont en train d'animer la séance d'échauffement et d'éveil musculaire. Ils sont certainement en train de faire une sorte de révision du schéma d'entraînement qu'ils ont établi et qu'ils vont certainement mettre en place tout à l'heure lorsque nous qui sommes de la presse, on aura libéré les lieux. Et je peux vous assurer, ça fait pratiquement une vingtaine de minutes qu'ils sont en train de causer, ça arrive, ça bavade, ça discute, ça dénote simplement d'une certaine alchimie justement entre un entraîneur principal et son adjoint. Et ça rappelle surtout Sébastien Migny et Rigobertson aussi. Ouais, pourquoi pas. On a aussi vu parfois, honnêtement, ce qu'il faut dire, c'est que Rigobertson humainement est quelqu'un de très bien. Ouais. Même nous qui sommes habituellement très durs avec lui, lorsqu'il nous croise dans les couloirs, ça rigole, ça bavade, quand il peut, il s'arrête, discute 1-2 minutes avec nous. Donc au-delà de ça, c'est quelqu'un de d'humainement bon. S'il faut reprendre les termes de l'autre. Et c'est cette bonté sur le plan humain justement qu'on est en train d'observer ici avec Emers Faye et Guy Demel, qui sont en pleine discussion depuis environ une vingtaine de minutes. Yvan, on a désormais la garantie que cette équipe de Côte d'Ivoire, que Emers Faye a l'essentiel de son groupe en pleine forme, et que demain, il n'y aura aucune excuse possible pour lui, parce que tous les joueurs sont là, sont bien, sont en forme. Comment on joue demain? À quel type de match, à ton avis, pourrait-on s'attendre dans cette finale demain? Je pense qu'on va avoir un match ouvert. On va avoir une équipe de Côte d'Ivoire qui sera gonflée à bloc, avec un public 100% derrière son équipe. Je pense qu'on aura droit à une opposition de style probablement avec une équipe du Nigeria qui va venir jouer sur les forces dont elle a fait montre depuis les phases d'élimination directe, une solidité défensive avec cette réorganisation tactique en 3-4-3, 3 défenseurs centraux, une équipe du Nigeria qui a avant tout porté sur son organisation défensive, sa solidité défensive. Donc je pense qu'on aura une équipe de Côte d'Ivoire demain qui va essayer tout de suite de mettre la pression à cette équipe nigériane, pousser certainement par son public. Il y a une équipe du Nigeria qui va probablement avoir un bloc médian bas, qui va essayer de limiter au maximum les espaces à cette équipe ivoirienne, se donner confiance dans le match, et je pense que c'est à ce cas de figure qu'il faudra s'attendre demain. Ah bien, on doit libérer, nous sommes appelés à libérer parce que les 15 minutes accordées à la presse pour cette séance d'entraînement sont arrivées à leur fin, à leur terme. On a envie de vous dire certainement à demain, mais non sans arracher un petit pronostic à Yvan. Yvan, je sais que tu n'es pas très champion en pronostic, que tu n'aimes déjà pas les faire. Mais demain, tu vois qui l'emporter? Est-ce qu'il y aura une 3e couronne pour la Côte d'Ivoire, ou alors une 4e pour les Super Eagles du Nigeria? Non, moi je penche pour la Côte d'Ivoire. Je pense que tu peux d'ailleurs Belle famille? Non, pas forcément parce que c'est la belle famille. Même au-delà de l'appréciation technique de la compétition, des qualités, des forces en présence dans les deux équipes, et tu peux d'ailleurs le confier à nos internautes. Après que la Côte d'Ivoire se soit imposée face au Sénégal, moi j'avais dit cette équipe, ça a été le déclic sur le plan psychologique, et je la vois aller au bout de sa compétition. Mais ils n'ont pas Osimhen. Oui, ils n'ont pas Osimhen, mais ils ont un collectif qui est très fort. Il faut dire quand même que la Côte d'Ivoire, je crois, derrière le Nigeria, doit probablement être la 2e ou la 3e meilleure défense de cette compétition. Donc c'est dit que c'est une équipe qui, malgré tout, au-delà du 4-0 qu'ils ont pris en dernier match de poule face à la Guinée équatoriale, je crois ils ont encaissé un seul but contre le Sénégal, qui était quand même une foudre de guerre, un seul but contre le Mali, 0 but contre la RDC. Donc c'est dit que c'est une équipe qui parfois s'est fait preuve d'une certaine solidité défensive. Je pense que tout cela, ajouté justement à des joueurs comme Haller, capables de faire la différence individuellement, Diakité, Adingra, des remplaçants de début de compétition qui ont démontré sur les 2 derniers matchs qu'ils sont capables d'apporter beaucoup à cette équipe de la Côte d'Ivoire. L'expérience des joueurs comme Serge Aurier qui ont déjà gagné la compétition, Marcelin Gradel qui a, je crois, 3 finales, une gagnée. Ça, ce sont autant d'éléments, à mon avis, qui peuvent compter et mettre à l'actif de cette équipe de Côte d'Ivoire. Donc demain, moi je parie pour une victoire ivoirienne. Merci à vous Yvan, merci aussi à vous tous amis internautes de nous avoir suivis. Nous serons ensemble demain, certainement, peut-être avant ou après le match. On vous le dira bien avant. Quant à vous, restez donc sur CFoot toujours, ne décrochez surtout pas, il y a des informations qui vont circuler pendant toute la soirée. On se dit demain, en espérant que la belle famille ou alors les Super Eagles puissent l'emporter. Que le meilleur gagne. Ciao.